Donc, je vais m'arrêter là. Et ce matin, on va évoluer sur Kafka. Donc, il y a une première présentation qui a été faite par Franck. Donc, je vais rapidement passer sur les rappels et attaquer directement le sujet. Donc, ce matin, on va plus mettre l'accent sur la haute disponibilité côté Kafka. Donc, là, devant nous, on a le plan. Et si je vais parcourir le plan. On aura premièrement une introduction dans laquelle il sera question de rappeler le contexte, la problématique et l'objectif. Par la suite, on va rappeler les concepts clés de Kafka. Et à côté, on va non seulement parler des mécanismes de haute disponibilité, et puis par la suite, faire une démo. Et enfin, on va conclure. Non, on va passer à la slide suivante. Donc là, ok. Donc, en introduction, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, on va dire que dans les environnements distribués, dans les environnements modernes, les applications traitent un ensemble de volumes de données en temps réel. Et ces systèmes doivent être accessibles même en cas de perte, même en cas de panne matérielle, logiciel ou réseau. La haute disponibilité devient donc un critère essentiel pour éviter les interruptions de services qui peuvent avoir un impact financier et opérationnel. Donc ici, on a rappelé le contexte. Donc là, comme problématique, qu'est-ce qu'on a? On a les systèmes distribués. Bien qu'ils soient puissants, sont par nature sujets aux pannes partielles. Donc, comme panne, on peut avoir un nœud peut tomber. Donc, on a un nœud, par exemple, qui peut tomber et puis qui met en péril le service. On a un disque qui peut être corrompu. Donc, du coup, les données ne seront pas accessibles. On a une connexion réseau qui peut être également interrompue. Donc, si on ne met pas sur pied le mécanisme de tolérance de panne, alors une simple défaillance peut rendre un service entièrement indisponible. À la suite de ça, on a comme objectif, donc ici, l'objectif de cette présentation est de montrer comment Apache Kafka ou alors Kafka, grâce à son architecture distribuée et ses mécanismes internes, à savoir la réplication, l'élection des leaders, le quorum des contrôleurs, permet d'assurer la continuité du service malgré les pannes, préserver l'intégrité des données, offrir une plateforme de streaming hautement disponible pour des cas d'usage critiques tels que les banques et le e-commerce. On va passer au suivant. Donc, la séance passée, il y a un autre Franck qui a rappelé, qui a posé les fondements de Kafka. Donc, on va juste prendre et puis on va continuer. Donc là, de manière générale, dans Kafka, on a un ensemble de composants. Donc, les composants principaux, nous avons par exemple le broker. Donc, le broker qui assure le stockage des partitions, la gestion des réplicas, et puis il permet de servir les clients. Donc, c'est les clients. À côté du broker, nous avons le topic. Donc, le topic est une catégorie où alors les messages sont publiés. Donc, en fait, le topic permet de catégoriser les messages. Et concernant les topics, on va dire que chaque topic est divisé en partitions et ces partitions qui permettent le parallélisme et la répartition des données entre plusieurs brokers. Donc, une partition peut être répliquée sur plusieurs brokers pour garantir la résilience. Donc là, on passe aux consommateurs. Donc, les consommateurs,
eux, leur rôle, ce sont des applications qui vont lire et traiter les messages depuis Kafka. À côté des consommateurs, on a les producteurs, eux qui sont des applications ou services qui publient des messages dans Kafka. Là, on va continuer. Là, juste là, on a le broker. On a, en fait, dans Kafka, on a le composant broker, qui est en réalité l'élément central, un peu comme dans d'autres clusters, à savoir peut-être Kubernetes, où on a par exemple les ports qui est l'élément de base. Ici, nous avons le broker. Donc, le broker, son rôle, on l'a rappelé un peu plus haut, il permet d'assurer le stockage des partitions, la gestion des réplicants, ainsi de suite. Et dans un cluster Kafka, nous avons le rôle de base qui est le broker. Et puis, à ça, on peut ajouter d'autres rôles, à savoir le contrôleur. Donc, le contrôleur, c'est toujours un broker, mais à la différence que c'est lui qui va orchestrer les élections des leaders en cas de panne. Donc, ça veut dire que une fois qu'il y a panne dans mon architecture, le contrôleur, lui, va décider qui sera leader et qui va décider qui fait quoi. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est la partie Kafka en mode craft. Donc, dernièrement, on a parlé un peu de Kafka avec Zookeeper. On s'est rendu compte que depuis la version 2.8 et plus, Kafka a décidé de ne plus travailler avec Zookeeper. Donc, du coup, il a intégré le RAF, en réalité, qui est un algorithme de consentement entre les différents composants afin de pouvoir élire qui est le leader au sein d'un cluster Kafka. Donc, le mot de craft, en réalité, c'est Kafka RAF, donc Metadata Mode. Il va permettre de gérer directement dans Kafka via un quorum des contrôleurs. Ici, comme avantage, qu'est-ce qu'on aura? On aura non seulement la simplification de l'architecture, puisqu'avec Zookeeper, il fallait non seulement d'abord gérer le composant Zookeeper et puis par la suite les brokers. Donc, du coup, ça rendait l'architecture tellement robuste et puis difficile à maintenir. Donc, ici, comme deuxième avantage, on a l'amélioration des performances et la tolérance aux pannes. Et enfin, plus facile à déployer en containerisé avec Docker ou bien Kubernetes. OK. Donc, mécanisme de haute disponibilité. Donc, ici, j'ai mis deux schémas. Donc, là, on va commencer par le schéma de gauche. Donc, là, on a Kafka avec Zookeeper et Kafka en mode craft. Donc, on ne va pas trop s'intéresser à la partie Zookeeper vu que ce matin, on a axé sur craft. Donc là, dans un cluster Kafka, par exemple, nous avons un leader qui est élu par consentement des autres brokers. Donc lui, il va définir, comme j'ai dit il y a déjà quelques minutes, qui fait quoi dans le cluster. Et aussi, sur le schéma de droite, sur le schéma de droite, nous avons en réalité plusieurs brokers. Donc là, on a plusieurs brokers et sur un broker, on a des partitions. Donc, lorsque je suis sur un broker et que je crée, par exemple, une partition, ou alors je crée un topic, alors le broker sur lequel j'ai créé le topic, lui, il est leader de la partition. Donc, il est leader de la partition et en mode haute disponibilité, dès que la partition est créée, ou alors dès que le topic est créé sur un broker, il est automatiquement recopié
ou alors il est répliqué sur les autres brokers. Donc là, par exemple, on a le topic 1, il est créé sur le broker 1, et là, on a les réplicas. Donc, on a les réplicas là sur chaque broker. Ainsi de suite, donc, ainsi de suite pour le topic. Avec la partition 2, c'est pareil. Donc, chaque broker qui crée un topic et une partition est leader de cette partition. Les autres brokers qui sont là présents, ils sont followers de la partition créée. Donc là, par exemple, le broker 2, lui, il est follower de la partition de ce topic-ci. On va continuer. Alors, mécanisme de haute disponibilité, on va continuer avec une explication de manière un peu plus détaillée. Donc là, on a les réplications. Donc, lorsqu'on parle par exemple de haute disponibilité, il y a plusieurs concepts qui entrent en jeu, à savoir la réplication des partitions. Donc, chaque partition d'un topic peut être répliquée sur plusieurs brokers. Et parmi les réplicas, l'un est désigné comme leader, les autres sont les followers. Donc, je venais de dire ça. Et là, on a les ISR. Donc, généralement, c'est un mot aussi qui revient. Donc, in signe réplica, c'est l'ensemble des réplicas plus le leader. Donc, tant que le leader et au moins un follower sont dans l'ISR, les données sont considérées comme durables. Donc, on ne perd pas de message. Alors, on va passer à l'élection des leaders. En cas de panne du broker leader, le contrôleur du cluster déclenche une élection automatique, donc ce qu'on a rappelé au départ. Et alors, un follower qui est présent dans l'ISR devient le nouveau leader. Côté quorum des contrôleurs, dans le mode craft, les contrôleurs utilisent un protocole de consensus pour gérer les métadonnées. Donc, les métadonnées, à savoir tout ce qui est liste des topics, liste des réplicas, ainsi de suite. Et enfin, pour que le cluster continue de fonctionner, il faut que la majorité des contrôleurs soient disponibles. Donc, on était parti sur l'algorithme de RAF, à savoir le nombre, le quorum, qui était de 2n plus 1. Donc, là, je vais toutefois, avant de passer à la démo, je ne sais pas s'il y a des questions, Andreas. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas reçu de questions. Je pense que ça peut être bon. Si c'est bon pour tout le monde, on va continuer avec la démo. OK. Donc là, on va passer à la démo. Donc, pour ce qui est de la démo, on va présenter 3 scénarios. Donc, premier scénario, on aura la réplication des données. Donc, on va créer un topic sur un broker et on va l'observer, ou alors on va créer plusieurs topics sur un broker et on va observer la réplication sur les autres brokers. Par la suite, en 2, on va présenter, en fait, on va mettre en évidence la résilience des brokers. Donc, on va stopper un broker et on va se rendre compte qu'effectivement, on continue à consommer des messages. Par la suite, on va remettre le broker dans le cluster et on verra que le broker qu'on a remis dans le cluster, il a en réalité récupéré l'historique de ce qui a été passé à son absence. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu perte de données. Et enfin, on va stopper un contrôleur et puis, automatiquement, le contrôleur qui est juste dans son voisin, qui est aussi contrôleur, il y aura une élection pour désigner le nouveau contrôleur, le contrôleur actif. Et une fois qu'on va remettre ce contrôleur dans le cluster, il y aura 2 situations vont se présenter. Soit il sera leader,
soit il y aura une réélection. Donc, là, on va commencer par le premier cas. Donc, je vais directement passer. Alors, OK. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. Oups. Alors, Ton écran est visible. OK. Donc, Tu peux légèrement zoomer, s'il te plaît. voilà. Parfait. C'est bon? Un peu plus. Euh, Ouais. OK. Donc, là, on a préparé, comme on a précisé dans la présentation, préparé un Docker Compose qui va nous permettre de pouvoir déployer notre Kafka en mode au dispo. Donc ici, on est parti sur le principe qu'on a une VM et on fait la haute disponibilité des brokers. Donc là, on a préparé un Docker Compose avec l'image Kafka, Bitnami Kafka. Donc là, on a trois contrôleurs et puis on a trois brokers. Donc rappelez que tous sont des brokers. Non, juste les contrôleurs sont des brokers qui ont le rôle contrôleur. Donc, alors, on va déployer notre Docker Compose rapidement. Donc, là, on déploie notre Docker Compose. On se rassure qu'effectivement, nos composants sont up. Donc là, je viens de déployer. Il y a de cela 4 secondes qui sont up. Je vais donc m'y rendre. Voilà. Donc, là, là, ils sont up. Donc, je vais me rendre dans. Donc, je vais arrêter de partager cette fenêtre. Et puis, je partage celle-ci. Voilà. Donc, là, j'ai mes brokers qui sont up. Donc, ici, je vais commencer à me connecter sur différents brokers. Donc, je vais commencer par le broker 1. Là, je me connecte au broker 1. J'ai bien l'ensemble des fichiers nécessaires sur le broker. Là, je me mets sur le broker 2. Et juste en bas, je vais me mettre sur les contrôleurs. Là, je me mets sur le contrôleur 1. Et juste à côté, je vais me mettre sur le contrôleur 2. OK. Donc, on va faire le premier scénario, qui est la réplication des données. Donc, je vais me placer sur un broker, je vais créer un topic, et puis je vais me replacer sur un autre broker, interroger ces brokers pour voir si effectivement je peux récupérer la liste des topics créés. Oups. OK. Là, ici sur le broker 1. Ça fait... Là, ici sur le broker 1, un instant. Tac. Je perdu le partage.
Voilà. Donc, je suis sur le broker 1. Donc là, je vais créer un topic. Donc, le topic s'appelle User Login et il a une partition. Et je fais de telle sorte que ça puisse avoir un nombre de réplicas égal à 3. Là, j'ai créé le topic. Donc, ça, c'est le topic 1. J'ai créé le deuxième topic. Donc, je crée le deuxième topic au nom de User Sign Up. Là, c'est bon. Donc, une fois que j'ai créé le topic, donc je vais visualiser les topics sur le broker 1. Là, effectivement, j'ai 2 topics. Donc, je vais aller sur le broker 2, jouer la même commande. Je me rends compte qu'effectivement, les topics que j'ai créés sur le broker 1, je parviens à les récupérer et les visualiser sur le broker 2. Donc, ça, c'est la première partie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est créer un message. Donc, on peut créer un message. Donc, je vais pas, puisque la dernière fois, on l'a fait, on a créé un message et puis de l'autre côté, on a consommé. Donc, sur cette partie, donc, il était question ici de voir que on peut créer un topic sur un broker et le récupérer sur un autre. Donc, ça, c'est le premier scénario. Maintenant, le deuxième scénario, voilà, le deuxième scénario, on va faire la résilience des brokers. Donc, ça veut dire que on va stopper un broker et envoyer ou alors créer un topic juste à son absence sur un autre broker. On va le remettre par la suite dans le cluster, aller sur lui questionner la liste des topics. On verra que il a récupéré l'historique de ce qui s'est passé à son absence. Donc là, donc je vais arrêter le partage. Donc ensemble, on va arrêter le broker 1. Donc on va stopper le broker 1. Alors, ok, d'accord. Donc on va stopper le broker 1. Donc je suis là. Ok, allez. Fabrice, il Oui. y a une question dans le chat. C'est Oui. Gert Eddy qui demande le Docker Compose, tu l'as exécuté où, s'il te plaît, sur l'ensemble des VM qui constituent les brokers ou il y a un contrôleur? Donc ici, comme on l'a dit, ici on a ce qu'on veut faire, le Docker Compose a été exécuté sur une VM. Mais il y avait la possibilité de le faire sur plusieurs VM. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de montrer c'est de montrer le mécanisme de haute disponibilité des brokers. Ok, si on peut aussi enchérir, c'est juste que le Docker Compose qu'on utilise, ça permet de cibler le mode de disponibilité de ce qu'on veut faire avec plusieurs instances. Normalement, en live, dans un environnement réel, on peut choisir de dire que, OK, on le fait sur plusieurs VM avec des conteneurs sur chaque VM, de dire, par exemple, je dis n'importe quoi, de prendre des VM qui vont jouer le rôle de broker et d'autres qui vont jouer le rôle de worker, et voilà. Et on implémente cette même architecture. Donc, voilà. Aussi, ou soit dans une autre forme, soit sur Kubernetes, de le faire la même chose avec les pods. Donc, c'est un peu ça. Donc, le choix a été fait ici avec le Docker Compose pour permettre de simuler cet ensemble d'environnements en disant que les différents conteneurs font office aux différents VM, par exemple. OK, merci, Bridge. Donc,
Je ne sais pas si on a répondu à sa question. Mais bon, on continue. OK, donc on disait donc qu'on va stopper le broker 1. Donc, là, on a nos différents conteneurs. Donc, je vais stopper le broker 1. OK, le broker 1 est stoppé. Donc, il va passer à l'état exit. Alors, il est où déjà? Broker 1. Donc, si je fais, je vais A. Je vois bien qu'il est excité. Donc, il est excité, pardon. On a stoppé le broker 1. On va répartir sur l'un des brokers. Donc, là, on va répartir sur l'un des brokers. Donc, je me mets sur ma fenêtre. Voilà. OK. Donc, là, j'ai stoppé le broker 1. Automatiquement, il s'est déconnecté. Et je suis sur le broker 2. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà créer ou alors créer un autre topic. Donc, je crée un autre topic, un troisième topic. Donc, je me place sur le broker 3, sur le broker 2, pardon. Je crée un topic. Oui, ça avait raison. Ça avait raison parce que normalement, le broker 1, lui, n'est plus dans le cluster. C'est pour ça que j'ai ce message-ci. Mais le topic quand même a été créé. Mais il me signale qu'effectivement, ce broker-ci n'existe plus. Donc là, on l'a stoppé. Ce qu'on va faire, c'est visualiser. Alors, là, j'ai créé un topic, donc je vais me placer sur lui, je vais visualiser la liste des topics. Donc là, on a la liste des topics. Non, je devais retirer. Je l'ai encore laissé dans le truc. Mais c'est pas grave. Donc là, on a la liste des topics. Donc, on a créé un topic en l'absence du broker 1. On va redémarrer le broker 1. Et puis, on va questionner pour voir si effectivement il a récupéré l'historique. Oui. Oui. Il y a une question dans le chat. Oui. Il y a Christus qui demande que se passe-t-il si le broker contrôle tombe? Est-ce que les C'est le prochain scénario, je pense. Ouais, c'est le prochain scénario. Mais déjà, je vais répondre à sa question rapidement. Si l'un des brokers contrôle tombe, alors il y a automatiquement élection. Donc, soit il devient follower, soit alors il devient leader. Donc, en fait, il y a un consensus. Une fois qu'il est tombé, il y a les brokers restants, les contrôleurs restants vont élire un contrôleur actif ou alors un contrôleur principal. Et c'est lui qui va gérer la cadence dans le cluster. OK. Donc, là, on a la liste des topics. Donc, je vais redémarrer le contrôleur, le broker 1, et puis visualiser, voir s'il a récupéré l'historique. Donc, voilà, on va redémarrer ensemble. Voilà. Donc, là, on va redémarrer ensemble le broker 1. Donc, là, on redémarre le broker 1. Donc, on a redémarré le broker 1. On regarde si effectivement il est encore là. Alors, on a broker 2, broker 1. Il est là, il est hop, il y a de cela 4 secondes. On va voir s'il récupère l'historique des topics. Hop.
Je vais naviguer entre les fenêtres. Hop. Voilà. OK, donc là, on l'a remis dans le cluster. Voyons voir s'il récupère. La liste est tout pris. Donc là, je vais me connecter sur lui. Je vais récupérer. Alors, je vais prendre ça. Pendant que tu le récupères, il y a une question de Bertrand dans le chat. Il demande, du point de vue end-user, est-ce que la création d'un topic est dépendante d'un broker? Non. Dans un cluster, je peux me placer sur tous les brokers et je crée mon topic. Donc, sachant que dans un cluster, une fois que j'ai créé mon topic, automatiquement, je suis le leader de la partition qui est créée avec le topic et j'ai des réplicas sur les autres brokers. Donc, je peux me placer sur n'importe quel broker et j'ai créé mon topic. Donc, là, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. OK. Donc, là, je reviens donc sur le broker 1. Je vais donc lancer la commande qui me permet de récupérer l'ensemble des topics. Je vois bien que, en son absence, j'avais créé le topic user sign out et là, je l'ai remis, je l'ai redémarré. J'ai questionné la liste des topics. Je vois qu'effectivement, il y a donc ce user sign up là qui a été créé. Donc, lui, il a récupéré tout ce qui s'est passé avant et il dit aujourd'hui qu'il est disponible. Donc, il est prêt à écrire et à lire sur les partitions. Donc, ça, c'est le deuxième scénario. Donc, dans ce scénario, il était question ici de montrer la résilience des brokers. Donc là, on a un broker qui est tombé. Avec ça, on parvient toujours à lire, à écrire ou alors à consommer des messages sur ce broker. Donc, si je veux un peu enrichir, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a par exemple un cas de concret d'incident sur un broker qui est sur une VM ou bien sur un pod, alors cela ne va pas empêcher que les messages, comment dire, les producteurs ou les consommateurs puissent faire comment dire, les jobs, quoi. Donc, c'est-à-dire le producteur va toujours continuer à envoyer les messages au niveau de Kafka. Et de même aussi, le consommateur va continuer toujours à consommer les messages. Dans le temps, par exemple, si avec le système de monitoring qui sera mis en place, le temps de l'administrateur va intervenir puisqu'il va recevoir peut-être une notification, une alerte. Il va recevoir cette alerte. Une fois, il va intervenir sur le port ou bien sur la VM en question qui fait office de broker. Ainsi, il va faire de la maintenance dessus et remettre le broker au niveau dans le cluster. Donc, c'est un peu ça qu'il a montré. C'est une fois qu'il a remis dans le cluster, immédiatement, toutes les données sont répliquées. Donc, il n'y a pas de retard. Donc, toutes les données sont répliquées au même titre. En fait, ce sont les mêmes données qui sont présentes dans les autres brokers. Voilà. OK, merci Bridge. Donc, là, on continue. Donc, ça, c'était le deuxième scénario. Le troisième scénario, ce qu'on va présenter, c'est quoi? C'est que on va stopper un contrôleur. Donc, déjà, voir le contrôleur actif. Stopper le contrôleur. On va regarder. On va réquestionner le quorum pour voir effectivement qui a pris le leader parmi les contrôleurs. Et puis, par la suite, on va le remettre dans le cluster pour voir s'il sera leader ou alors s'il sera follower. Donc, là, ce que je vais faire, c'est... Je continue. Tac, tac, tac. Alors. Donc, juste en bas, nous avons les contrôleurs. Donc, on a le contrôleur 1, le contrôleur 2. On va stopper le contrôleur. Donc, on va stopper le contrôleur 1.
on va stopper le contrôle 2. Donc, déjà questionner, voir, vérifier d'abord qui est le leader. Donc, on regarde d'abord qui est le leader. Alors, donc, on voit donc le leader ici, normalement, c'est celui qui a l'ID 2. Donc, celui qui a l'ID 2. Et ce qui nous intéresse, c'est déjà de le stopper. Donc, on va stopper le contrôleur qui a l'ID 2. C'est le contrôleur 2. Donc, on va le stopper. Comme on l'a fait pour les autres. Donc, alors, il est où? Voilà. Donc, lui, on va le stopper. Il est contrôleur 2. Il est bien là. Donc, lui, on va le stopper. Donc, là, je l'ai stoppé. Je vérifie son état. Alors, je vois bien qu'il est contrôleur 2. Il est bien exit. Donc, il y a de cela 3 secondes. Donc, là, je l'ai stoppé. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais questionner de nouveau le cluster pour voir effectivement. Je ne sais pas partager. Oh là là. Donc, là, j'ai stoppé le contrôleur 2. Donc, il est à l'état exit. Il y a de cela 32 secondes. Donc, je vais revenir. Donc, là, j'ai stoppé le contrôleur et je vais réinterroger le cluster pour savoir qui est le nouveau leader. Alors, donc, pour le faire, donc, je vais me mettre sur l'un des brokers. Donc là, je me mets sur ce broker-ci. Alors, OK. Donc, il me dit, tu as supprimé le leader actif. Le nouveau leader, c'est celui qui a l'ID 1. Non, c'est celui qui a l'ID 1. Donc, du coup, là, on a notre nouveau leader. Donc, on a notre nouveau contrôleur actif. Donc, c'est lui qui va dire qui fait quoi dans le cluster. Donc, le cluster continue de fonctionner puisque là, on a stoppé un contrôleur, le cluster continue de fonctionner. On peut voir la liste des topics. Donc, le consommateur peut continuer à récupérer les messages, le producteur peut continuer à créer des messages. Donc, là, pour la suite, on va remettre le contrôleur 2 qu'on a stoppé dans le cluster et puis on va checker de nouveau, voir si ce leader-ci reste toujours le même ou alors si on doit refaire les élections. Donc, je vais remettre donc ce contrôleur dans le cluster. Alors, pour le remettre dans le cluster, c'est la même mécanique. Donc, on va faire install sur lui. Alors, on le remet. Il fait un docker. Hop, il était excité. Donc, il y a de cela. Là, il est hop. Il y a de cela 3 secondes. Donc, là, il est hop. Et je vais réquestionner pour savoir qui est le leader dans le cluster. Hop. Voilà. Alors, OK. Donc, je vais rejouer donc
la commande que j'ai jouée précédemment. Et le Fabrice, tu peux zoomer un petit peu sur tes terminaux. C'est pas très visible. Je ne sais pas comment je peux zoomer l'ensemble. Bon, peut-être, ok. Ou alors, si tu mets. Tu dis? Si tu essaies de les mettre en C'est table. trop petit. Ok, donc, ce que je peux faire, c'est. Est-ce que je peux prendre seulement. Donc là, c'est bon. Bien. Zoom encore légèrement, s'il te plaît. Okay. Donc, en fait, le problème, c'est les écritures, c'est ça? Ouais, c'est hyper petit. Là, c'est bon? Yes. Encore? Voilà. Bon, avant qu'on continue, il y a une question dans le chat de Bertrand. Oui. À propos du quorum, en arrêtant un membre, est-ce que le contrôleur continue de fonctionner normalement? Quel contrôleur? Celui qu'on a arrêté ou bien celui que les autres contrôleurs? Bon, je suppose qu'il parle un contrôleur du cluster. OK. Lorsque tu arrêtes, au départ, on a dit on a 3 brokers qui ont le rôle broker de base, et puis on a 3 brokers qui ont le rôle contrôleur. Donc, si tu arrêtes, par exemple, un contrôleur, alors il reste 2. Donc, entre les deux, automatiquement, avec le consentement de RAF, il y aura une élection qui va se produire. Donc, au cours de l'élection, donc, on va désigner le contrôleur actif. C'est lui qui va définir la politique de gestion au sein du cluster. Donc, c'est lui qui doit dire qui a le droit de créer telle partition, qui peut écrire ou alors lire sur telle partition, qui peut. Donc, en fait, c'est lui qui définit l'ensemble des opérations qui sera fait dans le cluster. Donc, une fois qu'il est désactivé, le cluster continue à fonctionner. Donc, là, ici, on a toujours accès au service et une fois qu'il est remis dans le cluster, il récupère, il devient un follower. Donc, en fait, c'est la suite de ce que nous sommes en train de faire. Donc, le cluster continue de fonctionner. Donc, en fait, c'est même ça l'objectif de la présentation. Montrer à quel point le système est résilient. OK. Donc, là, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me connecter au contrôleur, puisque cette partie concerne uniquement les contrôleurs. Donc, on a stoppé le contrôleur. Et puis, donc là, on venait juste de le mettre hop. On verra s'il est follower ou alors s'il a repris le leader. Donc là, je vais sortir ici. Donc, je vais me connecter uniquement sur le contrôleur de. Alors là, je me connecte sur le contrôleur du. Donc, sur le contrôleur du, je vais checker qui est le leader. Alors, on se rend compte que le leader, c'est le contrôleur 3. Donc, lui, il a l'ID 1 et on se rend compte que lorsque le contrôleur 2 qu'on avait stoppé, lorsqu'on l'a redémarré, donc ça veut dire qu'on l'a remis dans le cluster, il est devenu follower. Donc, en fait, il est devenu passif. Donc, il n'a pas directement pris le lead.
on a continué avec le leader, avec l'ID 1, dont le contrôle 3. Et là, on a tous nos contrôleurs qui sont présents dans le cluster et le cluster continue de fonctionner. Donc, on a stoppé le contrôleur, on l'a remis up et il a perdu son leadership. Ou alors, il a perdu son statut de leader. Donc, dans ce scénario 3, il était question ici pour nous de pouvoir montrer. Donc, il était question ici pour nous de pouvoir montrer la résilience des contrôleurs, pardon, la résilience des contrôleurs également. Et le Fabrice? Et surtout la tolérance aux pannes des contrôleurs. Donc, c'est ça qui était le point pertinent dans ce troisième scénario. Oui, Andreas. Oui. Ouais, il y a Christus qui a levé la main, on va lui passer la parole. Oui, Christus. Ouais, moi j'avais une question, surtout par rapport à l'architecture de déploiement. Oui. Est-ce que pendant le déploiement, on est obligé de spécifier les brokers contrôleurs et les brokers, on va dire, workers? Je m'explique. Oui, oui. Si finalement il y a des brokers qui ne servent que de contrôleurs, ça veut dire que quelque part, le fait de supprimer Zookeeper n'optimise pas ou ne réduit pas en termes de capacité le nombre de serveurs qu'on utilisait avant. Donc, est-ce que les broker workers ne peuvent pas à un moment être élus en tant que broker contrôleur? C'est un peu ça ma question. OK. Bon, là, je vais essayer de te répondre. Là, dans notre architecture, on a 3 brokers. En fait, on a 6 brokers. On a 3 brokers qui ont le rôle broker de base et on a 3 brokers qui ont le rôle contrôleur. Donc, dans Zookeeper, on avait la partie Zookeeper le cluster Zookeeper qu'il fallait gérer, qui déjà ajoutait une certaine complexité. Or, ici, dans le mode craft, on a les contrôleurs. En fait, on a les brokers qui sont gérés pratiquement de manière identique que les autres, en fait, les contrôleurs qui sont gérés de manière identique que les simples brokers. Donc, maintenant, je ne sais pas si je suis dans la lancée dessus, en train de répondre à ta question, que tu me dis si je m'écarte de ta question. Donc, c'est exactement ça. En fait, pour moi, l'idée, c'est de se dire, vu que avant dans l'ancienne architecture, j'avais 3 VM ou bien 3 conteneurs sur lesquels tournaient Zookeeper, je me serais attendu à ce que je n'ai plus de conteneurs jouant le rôle de Zookeeper et que les brokers workers se partagent ce rôle-là de contrôleur. Donc, de temps en temps, le contrôleur passe sur un worker et de temps à autre, si le contrôleur tombe, il passe sur un autre contrôleur. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est obligé de déployer des brokers avec des rôles de contrôleur de manière spécifique? Ok, je vais te répondre. Tout juste en off, donc avec l'équipe, on avait préparé un cluster où les brokers avaient 2 rôles. Donc, ils avaient le rôle simple broker et puis contrôleur. Donc, ça veut dire qu'un broker a 2 rôles. On a 3 machines, ou alors on a 3 conteneurs, ayant chaque broker chaque broker a les doubles rôles. Donc, on avait un cluster dont les nœuds ou alors les brokers avec en même temps le rôle broker et puis contrôleur. Et effectivement, tu pouvais jouer pratiquement toutes tes opérations. Donc, tu pouvais stopper un broker. Les données étaient toujours répliquées sur les autres brokers sans toutefois avoir 6 contrôleurs. Non.
Donc, on peut prendre juste 3 contrôleurs. On leur donne le rôle de base, d'abord broker et puis contrôleur. Donc là, ça peut réduire l'architecture à 3 brokers uniquement, sachant que ces brokers apportent les doubles rôles. Donc, c'est possible de le faire, Christus. Top, merci. Il y a également Franck qui a levé la main. Oui, Franck. Ok. Excusez-moi. Je vais essayer un peu de donner mon point de vue par rapport aux deux architectures. Alors, on a une architecture avec 3 instances. Quand tu as présenté les deux architectures tout à l'heure, on avait une architecture avec les 3 instances de zookeeper et une autre architecture avec 3 instances de contrôleurs dans la nouvelle architecture. En fait, les deux jouent exactement le même rôle. Donc, il n'y a pas un problème avec Zookeeper, il y avait un problème de performance ou quoi que ce soit, non. C'est juste que c'était 2 entreprises différentes, c'est-à-dire Zookeeper était géré par une autre entité et Kafka lui aussi de son côté était géré par une autre entité. Et Kafka a décidé de ne plus dédier ce service à l'équipe de Zookeeper et de développer eux-mêmes. Donc, c'est exactement le même process, c'est-à-dire si dans l'instance avec Zookeeper, tu peux mettre plusieurs instances de Zookeeper. De la même façon, tu peux mettre plusieurs instances de RAF. Donc, ce n'était pas un problème de performance, c'est juste un problème de dépendance. Voilà. C'est ma contribution. Ok, bon, si je veux aussi renchérir, comme Walter l'a dit, c'est exactement ça. Avec l'architecture RAF, c'était pour éviter de dépendre d'un système, de dépendre fortement d'un système externe qui n'était pas maintenu, comme il a dit, par l'équipe de RAF. Et sinon, dans l'ensemble, c'est la même chose. Je veux un peu revenir à la question de Christus. Pour une architecture, normalement, aux disponibilités, normalement, on fait ce qu'on appelle la séparation des responsabilités. Comment dire, on peut très bien avoir un nœud qui joue à la fois, quel que soit un nœud, une VM ou bien un conteneur, peu importe, qui joue à la fois le rôle de broker et à la fois le rôle de contrôleur. Mais pour rendre une architecture vraiment autrement disponible, on ne sait pas les responsabilités. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que ici est présenté en fait, du moins, à chaque nœud est dédié, on lui dédie un rôle précis. Le rôle, par exemple, pour les contrôleurs, on lui dédie le rôle de contrôleur et pour les brokers, on lui dédie le rôle de broker. Cela permet de faire une meilleure maintenance dans l'architecture. Je m'explique. Si tu dédies, par exemple, un nœud en termes de broker, puisque c'est le broker qui gère le rôle en fait, qui stocke normalement le message, tu vas te concentrer uniquement dans les cas, par exemple, en production, de troubleshooting, de maintenance. Tu vas te concentrer uniquement sur l'aspect broker. Donc, s'il y a, par exemple, je ne sais pas trop, des réplications des données à faire ou bien des backups à faire, tu vas te concentrer dessus sans toutefois avoir peur d'impacter les fonctionnalités du contrôleur. C'est un peu ça. Donc, le but ici, c'est de maintenir ou bien de faire du troubleshooting, d'une analyse sur un élément ou bien d'agir sur un élément sans impacter l'autre. Donc, et aussi, surtout que si, Fabrice l'a montré tout à l'heure, si un broker tombe dedans, il faut que ça, comment dire, les autres fonctionnalités, en fait, du moins, les autres éléments qui composent le cluster continuent toujours à fonctionner. Or, si tu fais le tout en un, quand un tombe, ça veut dire que c'est les deux à la fois qui sont tombés, c'est-à-dire et le contrôleur lui-même et le broker qui est tombé lui-même. Et si le contrôleur lui-même, le broker tombe lui-même, ça veut dire qu'il y aura réélection dans les deux sens, en fait, du moins, de deux façons. Côté contrôleur, il y aura réélection encore des contrôleurs, de contrôleur leader, et côté aussi broker, il va falloir à un moment faire la réélection aussi, côté de celui qui va partition. de récupérer ce rôle-là. Donc, c'est un peu ça. C'est pour éviter. Or, quand tu ne sais pas, il y a réélection, il peut avoir impact sur le contrôleur sans toutefois avoir impact sur les brokers. Et comme les contrôleurs sont en disponibilité, du coup, il y a réélection du nouveau contrôleur, il n'y a pas impact directement sur les brokers et vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de faire, en mode production, de faire la séparation des responsabilités pour éviter de donner trop de responsabilités à un seul élément. OK. Donc,
là, c'était pour cette partie. Non, c'est vraiment la partie qui suit, c'est la partie des questions. Je pense qu'on a membré le pas dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres C'est bon? questions. Ouais, il y a Pascal qui lève la main. Oui, Pascal. Bonjour les gars, désolé, je suis arrivé en retard et j'ai juste une question par rapport à ce que je vois sur l'écran. Je vois là qu'il y a les élections et les corps en votants. Je n'étais pas là, peut-être s'il a expliqué. J'aimerais comprendre, est-ce que ces élections, c'est un peu comme le concept dans les blockchains, quand on va parler des consensus algorithms et peut-être l'un des algorithmes, c'est les proof of work. Est-ce qu'ici, c'est le même concept ou il y a un autre algorithme de vote qui est appliqué? Je veux juste comprendre, merci. Bon, pour les élections, le concept d'élection, on est parti sur la méthode, au fait, l'algorithme de consentement de Ralph. Donc, ça veut dire que on a un ensemble de contrôleurs ou alors des brokers qui ont le rôle contrôleur qui vont sur un ensemble de paramètres dont, dont présente chacun, élire le contrôleur actif, donc le contrôleur principal. Donc, ça veut dire que c'est un consentement entre les contrôleurs. Ils vont décider qui, puisque le contrôleur précédent est tombé, entre nous, qui répond effectivement aux critères d'être contrôleur actif. Donc, du coup, il désigne un contrôleur. Et une fois qu'on remet le contrôleur, l'ancien contrôleur actif dans le cluster, il devient passif. Donc, il devient follower comme les autres. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, j'ai compris qu'il y a des élections pour élire le leader. En fait, Oui. je voulais comprendre, est-ce que cette élection, est-ce que tu connais sur les paramètres? Je t'ai parlé un peu de Proof of Work, qui est une élection qui est faite pour ajouter, pour le broker ou pour le nœud qui va ajouter un bloc dans un blockchain. Et lui, ils étudient le proof of work, c'est celui qui a plus de puissance parce que comment ça s'est fait? C'est que on vous donne un énigme pour résoudre et celui qui résout le premier à résoudre ce problème-là euh, a donc le pouvoir d'ajouter le nouveau bloc dans un blockchain. Donc, il est, par exemple, comme leader, si vous voulez, dans ce cas-là. Est-ce que c'est en fonction de puissance, des calculs qu'il a? Est-ce que c'est en fonction d'un paramètre? En fait, si tu n'as pas fait les recherches, je voulais peut-être, après, tu peux reprendre dans le groupe sur ça. Ou si une personne dans le Euh, groupe connaît vraiment sur comment quels sont les paramètres qui déterminent qui est le leader ou quels sont les paramètres sur lesquels les autres contrôleurs se basent pour voter le leader. Parce que si tout le monde peut être leader, ça veut dire que il doit y avoir il y a un truc seulement les critères. à un moment donné qui change, en fait, qui change pour que chacun, oui, ça peut être en fonction de le uptime, s'il a été là depuis quelque temps, tu peux être leader. Et ça explique peut-être pourquoi quand tu rajoutes un gars qui était leader et qui est sorti, il ne peut pas être leader actuellement. En fait, subitement, faut attendre. Peut-être, je sais pas. Bon, c'est vrai que quelque part, j'ai pas poussé les recherches jusqu'à ce niveau, mais bon, je prends ça, je prends notre, je sais Oui. pas si Andreas. Oui. Ouais, Andreas. En gros, je voulais rajouter juste que dans un contexte Kafka, en mode Kafka-Raft, ce n'est pas une sorte d'algorithme de proof of work qui est mis en place ici. C'est plutôt le raft qui est mis en place. Ça veut dire un processus d'élection par consensus distribué. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vrai que dans la blockchain, on utilise le proof of work, comme tu l'as expliqué, mais dans Kafka, à partir de la version 4, mon 2.8 en montant, c'est du raft qu'on utilise. En fait, j'ai pris le cas de blockchain juste pour expliquer qu'il y a, en fait, quand on est dans un système distribué où, à un moment donné, il va falloir choisir
une personne pour faire la tâche, donc tout le monde peut faire. Mhm. Dans le cas de système distribué aussi comme dans le blockchain, on a donc cet algorithme-là, en fait, qui est donc un algorithme de consensus. Donc, je voulais savoir, est-ce que ici c'est la même chose? Et si c'est la même chose, quel qui est utilisé dans ces concepts-là? Je ne connais pas ce qui est utilisé dans REF. Et qu'est-ce qui est décrit dans REF comme les algorithmes d'élection? Peut-être il peut y avoir plusieurs paramètres. Vous pouvez élire une personne parce qu'il est riche. Vous pouvez élire une personne parce qu'il est géant, il est beau, ou je sais pas. Donc, c'est Non. un peu ça. Non, Bon, je dis pas, je sais ça, c'est pour ouais. rigoler, mais c'est Bon, possible. déjà, moi, pour les critères que moi je sais, c'est que pour pouvoir élire un contrôleur, il va déjà falloir qu'il fasse partie de l'ensemble des contrôleurs, un leader. Ça, c'est le premier critère. Et il doit pouvoir, s'il est avec l'ensemble des contrôleurs, il doit pouvoir communiquer avec tous ces contrôleurs. Donc, ça, c'est le critère que moi, je connais. Donc, d'autres critères, peut-être, certainement, on pourra pousser la recherche par la suite. Ok, merci. Voilà. Je sais pas, il y avait d'autres questions. Actuellement, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Bon, moi j'ai une question, hein, ça c'est pour le public général, pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut savoir sur quels critères on peut se baser pour quantifier le nombre de brokers qu'on va utiliser lorsqu'on veut mettre une architecture haute disponibilité? Bon, je vais laisser le public répondre. Ouais, moi j'ai quelques éléments de réponse. Ça dépend de deux choses. Mhm. Ça dépend du facteur. Bon, ça dépend de ce que tu veux garantir en termes de durabilité de ta donnée, de durabilité et de comment on appelle. Euh, si je ne veux pas perdre de données, je ne sais plus comment on appelle ce facteur-là. Donc, tu es dans une application à haute disponibilité où la perte de données n'est pas acceptable. Ça veut dire que tu vas faire une réplication maximale. La deuxième chose, ça va dépendre du trafic. Quand je dis trafic, je parle du nombre de topics. Parce que généralement, tu vas commencer par dimensionner aussi tes topics. Si on se dit, euh, on a un stream où on a des messages en continu. Donc, tu vas essayer déjà d'évaluer la taille de chaque message qui passe dans ton stream et d'évaluer quelle est la quantité de messages qui est capable de supporter un de tes brokers. Donc, une fois, un topic de tes brokers, donc un topic dans un broker. Donc, commencez par dimensionner le broker. Donc, si je me dis, je vais envoyer un message sur le topic notification, il faudrait que j'arrive à dimensionner à la seconde près quel est le volume de messages qui va passer sur ce topic, sur ce broker. Ensuite, si je me dis le message ne doit pas se perdre, le message, je dois garantir en fait zéro perte de message. Ça veut dire que je vais faire une réplication au maximum. Et la réplication, je vais me dire, si je fais une réplication sur bon, au maximum, ça veut dire que déjà, en plus de mon topic, si j'ai d'autres topics, si j'ai d'autres types de données, ça veut dire que sur mon broker actuel, j'aurai des réplicas pour d'autres types de données. Ça va me permettre déjà d'évaluer ou de dimensionner la taille des messages ou du flux de messages que j'aurai sur un broker. Et en fonction de cela, je vais rajouter d'autres brokers, soit pour la réplication, soit déjà pour distribuer la création des topics sur d'autres brokers. Donc, ça dépend de la durabilité et du nombre de types
de messages à envoyer. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais en thème, attends, on va d'abord prendre Pascal, qui a aussi une autre proposition, je crois. Oui, Pascal. En fait, pour moi, pour ajouter un peu à ce que Chris a dit, je crois que j'ai aussi deux paramètres, il peut y avoir plusieurs, qui sont plus déjà définis dans la définition de Kafka lui-même. En fait, que on te parle du fait qu'il peut gérer un high throughput. Vous allez parler de throughput et vous allez aussi parler de fault tolerance. Donc, si vous avez un système qui a un niveau de fault tolérance très bas, ça veut dire que vous avez zéro faute tolérance. Ça veut dire c'est aussi dit aux disponibilités. Donc, vous devez déjà vous assurer que vous devez avoir plus de ressources. Et si vous avez un système avec un high fault tolerance, ça veut dire que c'est vraiment, vous en foutez et vous pouvez donc pas trop de ressources. Et aussi le throughput, ça détermine en fait, ces deux paramètres vont déterminer l'architecture que vous allez mettre en place. Et aussi, si vous connaissez le volume des informations, vous appliquez sur ces deux paramètres, ça vous donne une idée de ce que vous avez besoin en termes de ressources ou de l'architecture. Ok. Et je voulais aussi rajouter que, en général, lorsqu'on veut déterminer le nombre de nœuds qu'on veut mettre en place dans un cluster Kafka, on évalue sur le nombre de nœuds qu'on peut se permettre de perdre. Donc, c'est un facteur du nombre de nœuds qu'on peut se permettre de perdre. Si on dit qu'on peut se permettre de perdre un nœud dans un cluster, donc en général, et lorsqu'on veut maintenant mettre en place le cluster, on va faire 2 fois le nombre de nœuds qu'on peut perdre plus un nœud. La raison pour laquelle vous verrez toujours dans un cluster haute disponibilité, le nombre de nœuds qui sont mis en place sont toujours en nombre impair. Donc, si on se dit dans notre cluster, on peut se permettre de perdre un nœud de travail, donc on va déployer quoi? 2 fois 1 plus 1, donc 3 nœuds. Si on se dit qu'on peut se permettre de perdre 2 nœuds dans le processus de travail, on fera donc 2 fois 2 qui fera 4 plus 1, ça fait 5 nœuds. Maintenant, on rajoute à ça en détail les autres paramètres qui ont été mentionnés par Pascal et Christus. Et aussi, Andreas, par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, si tu as, par exemple, je pense que tu as parlé du Coran. Au fait, on a minimum, si on peut accepter, par exemple, une tolérance d'un nœud ou alors une panne, on a 2 fois 1 plus 2 fois 1 plus 1 qui donne 3. Donc ici, on fait de telle sorte que dans un cluster, si un nœud tombe, il faudrait qu'il y ait au moins un leader et un autre nœud qui est présent pour pouvoir lire et écrire les données. Donc, c'est un peu ça que je voulais rajouter. Voilà. Hello les gars, nous sommes à la phase des questions-réponses. Si vous avez des questions, soit vous les mettez dans le chat, soit vous levez la main ou vous aurez votre micro et on vous passera la parole. Je vois une question de Noah. Peut-on repartir d'un mode simple pour un mode haute disponibilité? Peut-on partir d'un mode simple pour un mode haute disponibilité? Oui, La migration. moi je réponds par l'affirmatif. Parce que le mode haute disponibilité n'est qu'une extension du mode simple. Je m'explique. Dans le mode simple, on a un seul nœud, par exemple, ou alors un seul broker qui joue les deux rôles. Donc, il est à la fois contrôleur et puis il a le rôle de base broker. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Oui. Pour un peu enchérir, pour sa question de manière implicite, je ne sais pas si c'est le cas, il va me dire, s'il veut mettre ça en production, moi je dirais non. Ça ne sert à rien de partir sur un mode simple si tu pars en production. Quand tu pars déjà en production, cela sous-entend que tu dois mettre ton architecture en mode haute disponibilité. C'est déjà un fait. Donc, ce n'est pas que
tu vas aller en mode de production, tu vas d'abord tester le mode simple et voir si... Non, on ne teste pas en production. La production n'est pas faite pour les tests. Donc, comme je disais, oui, si c'est que tu veux faire, je ne sais pas trop, à la maison ou bien comme une présentation, je ne sais pas trop, oui, tu peux quitter bien du mode simple et aller vers le mode disponibilité, oui. Là, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais du moment où tu garantis déjà que tu veux aller en production, il faut passer directement en mode disponibilité. Maintenant, tout dépend maintenant bon, il y a la question d'Andreas, tout dépend maintenant du nombre de nœuds que tu veux mettre d'abord au départ. Il y a ce qu'il a dit, tu peux te permettre de dire que ok, je me permets de perdre un nœud ou deux et avec le calcul en impair, et là, tu déploies le nombre de nœuds. Mais déjà, c'est que en mode haute disponibilité, c'est la production. Une autre question, quelles sont les conditions à remplir pour le faire? Donc, je suppose qu'il parle de la migration. Ah, côté réseau, par exemple. Tu peux expliquer un peu, Noah, je ne sais pas si tu peux parler un peu à haute voix, tu peux prendre la parole, essayer un peu d'expliquer pour que... Je suppose qu'il parle de... Ok, quelles sont les conditions à remplir pour le faire? La consommation de messages. Noah, tu peux prendre la parole et essayer un peu d'expliquer ta question. Ok, bonjour à tous. Oui, bonjour. Hey, La question, c'était de savoir, premièrement, Fabrice a répondu, est-ce qu'on peut partir d'une configuration en mode simple vers celle en mode haute disponibilité? Si je suppose que d'entrée de jeu, il devrait y avoir des précautions à prendre pour préparer le système à faire cette migration-là. Parce qu'on ne doit pas quitter d'un élément à deux. Par exemple, je dis des bêtises, je n'ai pas encore testé. Ça avoir une prédisposition réseau, une compatibilité vérifiée pour passer en mode haute disponibilité. J'aimerais savoir quels sont les éléments qui peuvent aider à le faire lorsqu'on veut partir d'un mode simple, un mode haute disponibilité. Déjà, avant de répondre, déjà, je pose la question. Quand tu dis que tu veux passer en mode haute disponibilité, déjà, tu es d'abord dans quel environnement? Commençons d'abord par là. Non, la question, elle est basique. L'environnement, c'est, on va dire quoi? C'est des paramètres un peu plus lointains. Basiquement, Fabrice a dit on peut le faire. OK. Quelles sont les étapes ou quelles sont les précautions à prendre pour le faire? Simplement. OK. Je vais essayer. Donc, de manière générale, pour quitter par exemple du simple vers le haut disponible, il y a par exemple les critères infra. Donc, le critère infra qu'il faut d'abord mettre en avant. Donc, ici, par exemple, on a décidé de partir sur une infra où on a une VM et on fait la résilience des brokers. On peut décider, par exemple, que bon, voilà, en fonction je sais pas, en fonction du trafic, on peut décider de dimensionner ou alors de redimensionner à chaque fois nos VM afin que ça puisse répondre aux attentes ou alors aux besoins du trafic. Pour ce qui est de la partie, bon, que ce soit CPU et RAM, mais moi je mélange tout ça. Maintenant, OK, stockage, oui. oui, maintenant, pour ce qui est du stockage ou la persistance de données, bon, là, c'est toi qui, en fonction de tes moyens, tu peux décider, par exemple, de te taper un S3 ou bien de faire de n'importe quoi. Par rapport à la latence réseau, on sait tous que normalement, il faut avoir une bonne bande passante. Parce que j'ai essayé, par exemple, avec une connexion un peu plus basse. Lorsque tu pousses, par exemple, tu produis, par exemple, un message, mais pour que le consomme, lui, consomme, mais tu peux... Donc, du coup, il faut avoir vraiment un réseau fluide en termes de bande passante. Et OK, ouais, merci. je pense que ça, c'est côté infra. Bon, il y a d'autres paramètres. Hein. Il n'y a pas seulement la latence réseau, bien, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais je pense que déjà, à partir de ça, à moins qu'il y ait d'autres éléments, on peut déjà mettre sur pied un système autrement disponible.
Et je voulais rajouter également que c'est à ce niveau-ci qu'on peut donc faire intervenir le concept de Kafka Connect avec les connecteurs sync et les connecteurs qui permettent de transférer les données en temps réel. Si on ne veut pas se permettre, si on ne veut pas avoir une coupure dans le service à un moment donné. Je suppose partir d'un mode simple, un mode haute disponibilité implique qu'on va devoir peut-être mettre en place un cluster. Et pour mettre en place un cluster, ça stipule qu'on va faire on dit le rebalancement des partitions et tout ça. Et pour le faire en live, il faudra absolument avoir cette notion de connexion-là. Oui, Pascal. En fait, j'avais juste le présentateur, celui qui présente a fait mention de la latence du réseau et aussi qu'il faut une bonne réseau pour échanger les messages. Je voulais savoir, en fait, je n'ai jamais vraiment eu le temps de faire une vérification vraiment sur la couche bas, sur Kafka, le serveur en elle-même. Mais c'est que dans l'application, euh, pour gérer ces problèmes-là, parfois on a eu à zipper, à définir, à zipper les messages pour que ça soit, en fait, pour que les packages qui transitent sur le réseau soient un peu peu volumineux. Digeste. Oui, donc je ne sais pas si au niveau de Kafka lui-même, est-ce qu'il y a une possibilité aussi de configurer un truc comme ça pour zipper les messages, pour diminuer la taille? Oui. Je ne sais pas si ma question a été bien comprise. Oui, ta question est bien comprise. Je pense que pour le moment. Attends, il y a Franck qui veut donner un élément de réponse dessus. Oui, Franck. Alors, moi, je suis. Alors, zipper un message pour le faire transiter sur le broker Kafka ou alors sur un topic Kafka, oui, c'est possible. C'est possible dans la mesure où, si tu as la capacité de le zipper déjà, si tu peux le zipper, par exemple, si j'ai un message texte, je prends peut-être deux applications qui s'échangent vraiment des messages texte. Si c'est pertinent de récupérer le texte, de le zipper pour avoir un texte un peu plus léger, tu peux le passer sur le topic, sauf qu'au niveau du consumer, il faut avoir également un algorithme qui va te permettre de dézipper le message une fois reçu. Parce que quand tu vas zipper et que tu vas le mettre sur le topic, il va transiter sans problème. En ce moment, s'il est plus léger, on n'aura plus de problème de réseau, tel que Fabrice mentionnait. Bon, on peut avoir le problème des réseaux, mais ça sera quand même, on est d'accord que le téléchargement peut-être d'un fichier qui pèse 1 giga dans un réseau lent est plus lent que le téléchargement d'un fichier de 2 kilos, on est d'accord. Donc, ça, on est d'accord, mais du côté du consumer, il faudra préparer également un algorithme pour déchiffrer le message que tu auras chiffré de l'autre côté ou alors zipper de l'autre côté pour avoir le message net avant d'insérer ou alors avant de le traiter. Donc, c'est possible. Du moment où tu peux zipper, si tu as la possibilité de zipper, tu peux le faire et donc, il n'y aura pas de souci. Voilà. Merci, Franck. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on tend vers la fin. Il nous reste à peine 5 minutes. Il y a une question de Gerd Eddy. Gerd Eddy, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro pour que tu sois plus audible. Bon, il dit, si un message ne respecte pas le format attendu, que se passe-t-il? Vu que chaque message a un identifiant unique, est-ce que les messages se consomment de façon incrémentale? Bon, là, je vais essayer. Lorsqu'un message ne respecte pas le format, bon, on va le mettre dans on peut dire ça quoi? Une DLQ. Donc, certainement qui sera traité plus tard. Donc, on va la retirer carrément du trafic et on va la remettre dans une queue à part. Et certainement, soit on va pas tenir compte du message, soit alors on va la traiter plus tard. On va le traiter plus tard. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je crois qu'il y a le concept de DLQ là. Je pense que ça m'échappe un peu, mais bon. Évidemment, c'est pour les messages corrompus.
dont le format ne respecte pas. Ouais, Mokai, oui. Alors, Oui, Franck. merci Fabrice. Alors, par rapport à ce problème de message, ça sont des trucs réels qu'on rencontre souvent, même en entreprise. Je parle parce que moi, j'ai déjà eu à rencontrer cela. Ça veut dire, j'ai un producteur qui est censé me produire les messages sur un format bien précis. Et de l'autre côté, dans l'application qui fait office de consumer, j'ai mis un consumer deserializer, celui qui doit désérialiser le message. Donc, il s'attend à un message bien précis pour pouvoir faire le déserializer, pour pouvoir récupérer le message en clé chez lui. Donc, je suppose, par exemple, au niveau du consumer, le gars attend un objet Toto. Donc, le consumer est censé envoyer un objet Toto. Par exemple, l'objet Toto, ou bien un objet personne qui a un nom, prénom, date de naissance, un truc de ce genre. Et au niveau de mon consumer de l'autre côté, j'ai paramétré mon consumer pour qu'il attende cet objet Toto-là, cet objet personne. Mais mon producteur, au lieu de produire une personne, il me produit plutôt une voiture, par exemple. Alors là, quand on va arriver au niveau du consumer, le gars sera déphasé. Tu vas avoir une erreur qui va passer en boucle dans ton application. Parce que le gars n'arrive pas, voilà, il va tourner en boucle parce qu'il n'arrive pas à consommer ce message-là. Donc, il le prend, mais il ne peut pas le désérialiser. Et comme il ne peut pas le désérialiser, il ne peut pas faire le commit log pour dire j'ai déjà consommé ce message. Donc, le message va rester là, c'est le prochain à consommer. Tu vas mettre plein de messages dans ta queue, mais c'est celui-là qui sera le prochain à consommer. Il faut trouver une solution à ça. On a eu des problèmes comme ça au point où on a été obligé de changer de topic ou alors d'écrire un désérializer de l'autre côté pour retirer ce message-là et confirmer qu'on l'a consommé avant de continuer l'application. Donc, c'est une question très sensible. Je ne sais pas qui a posé la question là. C'est une question très pertinente. Tu vas mettre en place ton système, il va bien fonctionner, mais un gars va seulement pousser un message bizarre dans ta queue. Ton système va commencer à aller dans tous les sens. Donc, il faut bien jouer sur les serializers et les déserializers et mettre des exceptions pour ignorer certains trucs pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Voilà. Oui, du coup, nous disons en même temps, pourquoi ne pas s'entendre sur le même format de message là au départ? Vous vous entendez bien, mais ça comme je dis toujours, un système qui est mis en place, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de faire quoi que ce soit sur ça. Non, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un développeur est venu, il a poussé, je veux dire, il a utilisé son format, lui, il a poussé au niveau du topic, c'est ça? Bon, en fait, dans son implémentation, peut-être, il peut formater l'objet d'une certaine façon que le consumer, ce n'est pas lui qui travaille sur le consumer, mais au moment de pousser le message dans la queue, il formate ça d'une certaine façon que le consumer n'attend pas. Et là, on va se retrouver avec ce genre de problème. Donc, on ne peut pas empêcher ça, mais il faut juste mettre en place les mécanismes pour résoudre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen au départ, au niveau du produit cela, de vérifier un message avant toutefois qu'il est envoyé? Oui, tu peux le faire dans ton code source. Tu peux vérifier, justement, on est d'accord. Tu peux bien vérifier dans ton code source. Mais rien n'empêche que Andreas, lui, quand il va faire son implémentation pour pousser sur le même topic, il va créer un autre produit pour pousser sur le même topic qui ne pousse pas du n'importe quoi dessus. Rien n'empêche ça. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un projet, on fait des implémentations. Chacun implémente son bout de code de l'autre côté, chacun implémente son bout de code et chacun peut faire du n'importe quoi. Donc, un message peut arriver bien formaté et l'autre arrive qui ne respecte qui ne respecte rien. On n'a aucun consumer pour consommer ce genre de message. Et là, ce sont les problèmes réels qu'on rencontre. Ok. Il y a Pascal qui avait une question avant. Il a levé la main. On va prendre Pascal, puis on va prendre Christus. Pascal? J'aime oublier ma question. En fait, ma question, c'était, c'est que Franck a dit qu'on pouvait, si ça arrivait, c'est pour m'arriver, il fallait changer les topics. Et je voulais savoir si, en utilisant les outils comme Offset Explorer, on ne peut pas supprimer un message directement dans un cluster. C'est pas évident. C'est pas possible. Ou même en Kafka UI, on ne peut pas supprimer le message directement dans le topic pour résoudre ces problèmes-là, ou la marquer comme commit directement sur les outils-là. Je vais te répondre.
Le problème ici, c'est que lorsqu'on passe dans une automatisation, on ne peut pas forcément utiliser ce dépendant UI pour gérer les messages. Imagine, tu as des millions de messages qui arrivent et qu'à un moment donné, il y a peut-être, je ne sais pas, 10 000 messages qui arrivent et les messages ne sont pas formatés comme attend le consumer. Tu vois un peu. Ça vient rentrer dans le cluster, c'est à l'intérieur, c'est mal formaté. La UI ne peut pas permettre de faire ça de manière efficace. C'est la raison pour laquelle nous, on a déjà eu ce genre de problème en entreprise. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place à l'entrée et à la sortie du cluster Kafka une sorte de inbound traffic et de outbound traffic. Ça veut dire on a un contrôleur qui est à l'entrée là, une autre entité qui va faire ce qu'on appelle le linting pour vérifier que le format des données qui rentrent est exactement ce qui va être attendu. S'il y a un problème, on va retourner l'information au producteur pour lui dire, écoute, la data que tu as envoyée, elle ne respecte pas les règles, tu vois, toutes les quality gates qu'il faut pour qu'elle puisse passer. Et à côté de ça, on a mis en bas une database qui va permettre de parfois rejouer ces cas d'erreur-là pour que si le producteur fait une contestation pour dire, parce que parfois, ça arrive, il y a parfois des glitches dans le réseau, il peut envoyer l'information au bon format, l'information va arriver et il y aura une sorte de false positive ou un false négatif. Ça va voir l'information qui est bien formatée comme une information qui n'est pas bien formatée. Peut-être parce qu'il y a un espace en trop, ou bien une ligne en dessous, ou bien un point ou un truc de ce genre. Ou peut-être une double colonne, voilà, comment on appelle ça, des apostrophes là. Soit les double apostrophes ou bien les single quotes qui vont permettre de créer le problème. Maintenant, ce qui fait qu'une fois que le producteur dit que non, j'ai envoyé le format, j'ai envoyé la donnée au bon format, qu'est-ce qu'on fait? On va rappeler dans la database, refaire rejouer le truc pour vérifier en clair ce qui s'est passé. En gros, c'est comme ça que nous on fait pour checker c'est dans les logs. Mais à la base, on a notre automation, notre automatisation qui permet de vérifier en entrée et vérifier en sortie. Donc, ce qui fait que toujours au final, lorsque le producteur envoie l'information, quand le consommateur va récupérer l'information, il consomme la bonne information toujours et toujours. Ce sont des cas qui arrivent. Oui, Christus, ça. On prend Christus et après, s'il n'y a plus d'autres questions. Ouais, en fait, je voulais ajouter surtout par rapport au message en erreur, au message erroné reçu par le consommateur. En fait, tout système qu'on conçoit, dans tout système, on doit prévoir l'échec. Il ne faut pas s'attendre à ce que le message soit toujours envoyé au bon format. Et c'est pour ça qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour gérer ces cas d'échec-là et qu'il faut mettre en place. Donc, il y a deux problèmes à ce niveau lorsque un consommateur reçoit un message en erreur. Il y a le problème du commit et il y a le problème de la perte de données. Comment est-ce qu'on gère le commit lorsqu'on reçoit un message en échec? Ça, il faut définir la stratégie de commit log. Lorsque tu reçois un message et que tu n'arrives pas à traiter, est-ce que tu le jettes et tu passes à autre chose? Ou est-ce que tu boucles? Parce que si tu définis un commit qui dit qu'il faut absolument que le message soit correct, il faut absolument que tu traites le message avant de passer à autre chose, ton système va boucler et finalement va tomber. Est-ce que vous êtes prêt à supporter un temps de panne du système, corriger la panne, c'est-à-dire créer un nouveau topic, comme Franck le disait, avant de continuer le traitement? Il y a des systèmes qui ne peuvent pas supporter ce mécanisme-là. Donc, Fabrice a abordé une autre solution qui était la Dead Letter Queue, c'est-à-dire prévoir un topic pour les messages erronés. Et là, on pourra donc faire notre commit en poussant le message erroné sur ce topic-là pour enfin passer à autre chose. Maintenant, cette Dead Letter Queue permet de revenir dans un second temps, traiter ce message-là, soit de manière manuelle, soit avec un autre mécanisme.
Ouais, c'est un peu ce que je voulais apporter. Faut pas seulement se dire que le message est erroné du fait du producteur ou du développeur, parce que j'ai entendu des trucs de ce genre. Non. Dans tout système, il faut prévoir l'erreur et mettre en place les mécanismes qu'il faut. C'est ce que je voulais apporter. Oui, mais du coup, moi, je prends pour la solution d'Andrea, du coup, parce que c'est ce qui est fait même où je suis. Donc, ça dit, tu mets un système de validation en amont qui valide. On ne pousse pas, le producteur ne pousse pas directement. En plus du fait qu'il y a peut-être le système de triple message erroné, mais de Oui, préférence, la solution la plus idéale, optimale même, c'est de mettre il n'y a pas validateur de en amont. solution optimale. Les solutions dépendent du contexte, du métier, de l'environnement, du problème, du moment même où ça s'est produit, du temps de réaction qui est attendu. Il n'y a pas de bonne. La bonne Bon, solution, c'est ce qu'on choisit à l'instant d'implémenter. je dis ceci. Peut-être on ne s'est pas bien compris. Je dis ceci. Je prends un cas concret de ce qui est utilisé. Donc, le cas que Walter a présenté tout à l'heure. J'ai aussi eu ce cas ici. On s'est dit, OK, au lieu, puisqu'on ne veut plus comprendre qu'il y a des incidents, on ne veut plus faire des troubleshooting, des trucs, en fait, du moins du bidouillage pour aller dire qu'on va remettre ces choses en place. Alors, on s'est dit pour éviter ça, on a mis un système de validation en amont. Donc, tous ceux qui ont produit, puisque c'est un service à part qui gère uniquement ce Kafka-là. Donc, nous, tous les autres qui sont en de nous sommes comme des clients. Donc, pour éviter que le client vienne impacter, puisqu'il gère ça, c'est un système multi-tenant, en fait. Donc, plusieurs tenants, nous, on a notre tenant, les autres services ont leur tenant en tant que client. Donc, pour éviter maintenant qu'un client avec son tenant puisse venir impacter en termes de messages, la qualité des messages envoyés au niveau local, malgré que la documentation a été bien claire et tout ça. À cause de cet incident-là, ils ont mis un système de validation en amont. Donc, du coup, eux, ils ne poussent pas directement sur Kafka. Non, maintenant, le service en place, en charge de ça, a mis ce système de validation. Tout le monde pousse. Maintenant, on a dû changer on appelle ça quoi, d'URL, en fait, du monde, l'URL de connexion de Kafka. Et on passe désormais par une espèce de proxy. C'est ce proxy-là qui valide le format du message. Bon, je dis n'importe quoi, si c'est du JSON ou bien si c'est autre chose. Si tu n'envoies pas ce type de format, immédiatement, tu es rejeté d'office. Donc, on ne veut même pas savoir si on va gérer ton message, si c'est une erreur ou bien parce que c'est une erreur et on va gérer. Non, on ne veut pas savoir, puisque étant donné que tout le monde utilise ça, si ça impacte un certain nombre de personnes, étant donné que c'est mutuellement, c'est mutualisé, ça peut aussi impacter directement tout le cluster. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la décision qui a été prise du coup par rapport à ça, et parce qu'on était fortement impacté à cause de ce phénomène, c'était de mettre un système de validation du format. Et là, on contraint tout le monde à utiliser le même format de message, qui est bien précisé par la documentation du service en charge de ce cluster Kafka. Je ne sais pas si on se comprend là. Je voulais, j'ai levé la main, je crois, Adrien n'a pas vu. C'est, c'est pour dire, je crois que ce que Christus dit est vraiment l'idéal. Il y a pas de solution idéale, en fait. Chaque solution est adaptée au concept, au problème et aux besoins. Par exemple, ta solution, tu dois passer par un autre proxy. Est-ce que vous avez, en fait, sur un système où on attend vraiment des high throughput, là, tu as introduit déjà du latency dans le problème, donc ça ne sera plus vraiment, on va plus vraiment atteindre ce temps-là. Donc, tout problème, pour ces problèmes-là, il y a plusieurs solutions et chaque solution dépend du problème et en fait, et la complexité ou les besoins du client, en fait, ou quand il parle du client, c'est les besoins du produit. Si vous avez un produit comme
chez nous où parfois vous devez répondre à une requête. En fait, parce que nous, on fait dans les enchères. Vous devez répondre à une enchère en moins de 1 seconde. Vous n'allez pas mettre en place un système comme ça qui va plutôt augmenter de latency. Non, ça ne Et demande pas de latency. Nous, de notre côté, en en fait, entreprise, le peut-être vous réseau, avez mis, j'ai dit chez vous, peut-être vous avez mis en place, c'est pas, même si vous pouvez dire que vous n'avez pas de latency, faites déjà passer par un proxy introduit, même si c'est 0,0001 de latency, ça ajoute. Je ne sais pas si vous utilisez combien quel genre de bande passante, mais ça ajoute toujours du latency. Faites déjà bon, travailler par votre déjà, le problème de même bande le temps passante, de calcul, là, déjà, le temps de vérification que vous avez mis en place, c'est un temps de calcul. C'est des CPU clock qui vont oui, cliquer là. déjà, Et le c'est problème de latence ne s'y trouve pas. Le réseau est très bon. Donc, non, on n'a pas ce non, problème de latence. mais parfois, quand tu définis un système, tu n'es pas toujours, tu ne définis pas parce que tu as un réseau aujourd'hui à peut-être 1 gigabit par seconde ou c'est 50 gigabits par seconde. Il faut définir un système où tu sais que si tu arrives quelque part où tu as peut-être 100 mégabits, une bande passant plus bas, ça devait toujours fonctionner en fait. Et tu vois? Et en fait, comme je disais, c'est que il y a pas et en fait, aussi comme Christ disait, il y a pas de solution idéale pour ces trucs. Tout dépend. Tout ce que tu es en train de décrire là ou ce que Atreya a décrit, c'est vous êtes en train de faire un shield et le shield vient avec son prix. C'est un prix à payer. Mais par contre, si vous définissez une stratégie qui est un peu, on peut aussi définir une stratégie. Ça peut être peut-être vous introduisez, je ne sais pas si c'est possible, les streams au niveau du Kafka pour déjà gérer vos infos, en fait, pour vérifier aussi des messages produits et peut-être les transiter sur notre topic pour que le consumer puisse consommer vraiment ce qui est bon. Ou soit, vous pouvez aussi et même si vous faites ça, même au niveau du consumer, un développeur peut arriver là-bas, il change même, les données, il change aussi, ce qui est attendu au niveau du consumer et les informations qui arrivent sont aussi erronées, en fait. Le consumer va aussi voir ça comme des informations erronées, pourtant vous avez produit de très bonnes informations. Donc du coup, de ce côté, tu es obligé encore d'implémenter ton shield pour, trier les informations, pour que ce qui arrive au consommateur soit, la bonne information. Donc du coup, c'est un problème un peu, complexe. Donc les solutions sont, Sans adaptées varier à oui, oui, à ce que, au contexte. oui, le contexte, oui, en fait. Il n'y a pas de solution idéale. Thank you, Pascal. Oui, Thank you, merci. Bridge. Merci, Bon, ce que je veux dire, c'est que du moment où tu as déjà envoyé un message qui est déjà bon, bon, sauf si le développeur, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il dit qu'il prend un message qui est bon, il formate ça d'une autre façon. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est quand même bizarre. Ce que je vais te dire, c'est que dans l'entreprise, il y a tout un service qui est en charge de ça. Le problème réseau, c'est un problème que nous ne considérons pas ça comme un problème réseau. Peu importe ce Non, que tu as dit que même si c'est de 19 gigas comment dire, de bande passante, nous ne considérons même pas ça comme un problème. On fait fi de ça. La non, j'ai pas véritable j'ai problématique pas qui dit que était chez nous, quand le développeur change le message. la vé- Je prends un exemple classique. Vous ouais, travaillez sur un sur un parc de projets où vous avez peut-être, 40 à 50 projets, ouais. comme le cas aujourd'hui chez moi, et que vous arrivez sur l'un des consommateurs. Vous avez peut-être un fichier de configuration, vous pouvez changer même, le topic parce que vous êtes en train de faire une autre opération sur d'autres topics, en fait, d'autres consommateurs, et vous vous retrouvez en train de changer, un topic. C'est une erreur, ça peut arriver. Vous voulez peut-être saisir un truc. Aujourd'hui, avec les ChatGPT, ça fait un autocomplete et vous vous retrouvez avec un topic qui ne matche pas au consumer. En fait, vous avez le topic sur lequel le consumer ne devait pas consommer et vous déployez le projet et ça produit le même problème, en fait. Il y a plusieurs façons de produire ce même problème. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de résoudre, en fait. Donc, sans avoir fait peut-être les tests en amont, en Les gars, préco, excusez-moi, désolé de vous couper. Je vous donc, bref, remercie pour les différentes j'ai jamais interventions. vu ce cas de toute façon. On pourra tirer ça comme question, peut-être dans la publication sur LinkedIn,
pour laisser la possibilité à plusieurs autres développeurs dans d'autres entreprises de par le monde nous dire un peu ce que eux ils font chez eux et ce qu'ils en pensent. Là, on a dépassé déjà le temps de plus de 15 minutes. Et je vais profiter de ce moment-ci pour faire un teaser sur la prochaine présentation qui portera sur l'instrumentation de l'observabilité et le monitoring dans un cluster Kafka. Je vous remercie à tous de votre présence. Si vous voulez, n'hésitez pas, mettez dans le chat vos adresses email. Comme ça, vous serez notifié pour les prochaines réunions. Vous allez directement intégrer la mailing list. Pour tous ceux qui sont là actuellement, merci pour votre disponibilité, pour votre présence. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les participants. Donc, ouais. Non, je vais quand même conclure aussi, Andreas. ouais. Non, rapide, voilà. Donc, déjà, il était question pour nous de mettre sur pied un système de résilience ou alors disponible avec Kafka. Donc, là, certainement, ça a été fait sur du Docker Compose. Et pour les prochaines séances, on verra comment monter d'un cran avec d'autres présentations. Pour le reste, je ne peux que dire merci à tout le monde qui a répondu présent ce matin. Et aussi, j'ai beaucoup appris de vous, donc beaucoup appris, que ce soit les questions, les suggestions. Et je pense que si on évolue dans cette optique-là, ça nous permettra tous de grandir et de pouvoir davantage apporter des coups de main à ceux qui en ont besoin. Donc voilà, donc je ne vais pas être très long. Andreas, je te laisse. Ok, merci Fabrice. C'était la présentation sur le déploiement de Kafka en mode haute disponibilité et en mode simple en utilisant les conteneurs dans une machine virtuelle Linux ou un serveur Linux. Nous avons vu ensemble quelles sont les possibilités, les difficultés qu'on peut rencontrer, soit lorsqu'on décide de déployer un cluster Kafka en mode simple ou en mode haute disponibilité, et quels sont les challenges qu'on peut rencontrer. Maintenant, nous avons recensé toutes ces questions-là. On va également faire profiter de ces questions-là à tout le grand public, notamment sur LinkedIn et sur toutes les autres plateformes. Nous verrons par après quelles sont les possibilités, du moins les axes d'amélioration et d'optimisation de ces problèmes-là. Si vous n'avez pas encore partagé votre mail, je vous invite à partager votre mail dans le chat. J'ai déjà 2 mails. Heidi, j'ai le mail de Heidi, j'ai le mail de Ashmana. Et sur ce, je vais arrêter le recording. Et la session, elle est terminée pour ce